Le quaternaire. Qu'allons-nous faire avec le quaternaire aujourd'hui? Eh bien, nous travaillons toujours dans les variations climatiques. Donc là, vous avez compris, nous allons essayer de comprendre l'origine des variations climatiques qu'il y a eu durant le quaternaire. Donc, toujours dans cette partie correspondant à un chapitre 1 dans ce cas-là, donc c'est reconstituer et comprendre les variations climatiques du passé pour pouvoir agir aujourd'hui et demain. Donc c'est un grand enjeu contemporain planétaire que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui à travers cette origine des variations climatiques du quaternaire. Les rapports isotopiques montrent des variations cycliques coïncidant avec des variations périodiques des paramètres orbitaux de la Terre. Celles-ci ont modifié la puissance solaire reçue et ont été accompagnées de boucles de rétroaction positives et négatives. On parle d'albédo lié à l'asymétrie des masses continentales dans les deux hémisphères et de la solubilité océanique du CO2. Elles sont à l'origine des entrées et des sorties de glaciation. Donc nous allons essayer de mettre les variations temporelles des paramètres orbitaux définis par Milankovitch en relation avec les variations cycliques des températures du quaternaire. Alors, donc il va nous falloir mettre en évidence des variations cycliques du climat. Mais nous avons déjà commencé dans d'autres cours. Nous allons continuer aujourd'hui à travers ce qui s'est passé au quaternaire. Nous allons nous intéresser dans ce cours aux causes possibles de ces variations en étudiant dans un premier temps la théorie astronomique du climat de Milankovitch. Puis ensuite, nous allons essayer de nous intéresser aux mécanismes qui vont amplifier, donc on dit mécanismes amplificateurs, ayant joué un rôle dans les entrées et les sorties des périodes de glaciation. Donc, c'est quoi le quaternaire? Bien, globalement, le quaternaire, c'est ce qui met en avant l'arrivée de l'homme. Bon. Le quaternaire, c'est une période de l'histoire géologique qui s'étale de moins 2,6 millions d'années à ce qui se passe actuellement, donc à l'actuel. Donc c'est marqué par des variations cycliques du climat avec des alternances de périodes glaciaires et de périodes interglaciaires. Donc dans ce cours, nous allons essayer de comprendre quels mécanismes ont été à l'origine de ces variations cycliques du climat. Voilà, donc on est toujours dans la continuité, toujours pour agir, la continuité de la compréhension du passé, bien pour agir aujourd'hui à l'échelle mondiale et puis demain, ce qui paraît évident. Mais bon, encore faut-il le faire, à l'échelle mondiale évidemment. Alors, donc à travers cette origine des variations climatiques quaternaires, nous allons essayer de voir la théorie astronomique du climat dans un premier temps, puis ensuite nous verrons la relation qu'il peut y avoir entre une insolation et une variation climatique, ou on peut mettre au pluriel entre les insolations et les variations climatiques. Ensuite, dans un troisième temps, nous allons voir ce que l'on appelle l'albédo, donc
on verra que c'est un phénomène amplificateur, donc il va amplifier. Ça veut dire que globalement, plus il fera froid et plus il fera froid. Plus il fera chaud et plus il fera chaud. Donc on tournera dans un cercle vicieux correspondant à ce que l'on appelle, en comprenant ce que signifie l'albédo. Et puis nous terminerons par ce que l'on appelle la solubilité du CO2 dans les océans, qui va jouer également un rôle amplificateur. Donc tout un programme à mettre en place dans ce cours. Alors, la théorie astronomique, corrélation entre les variations d'insolation à 60 degrés nord, donc de latitude nord, calculées à partir de variations cycliques des paramètres orbitaux et les variations de la température estimées à partir des rapports isotopiques des glaces. Alors, la théorie astronomique du climat, c'est un modèle qui a été proposé par Milankovitch. Bon, c'est une chose. Donc, vous pouvez trouver sur Internet des figures de variations, qui montrent les variations de paramètres. Alors, quels sont ces paramètres? Eh bien, il y en a plusieurs, au moins 3. L'excentricité, l'obliquité et la précession. Donc là, on parle bien de paramètres de l'orbite terrestre et ces paramètres subissent des variations. Donc, publié en 1941, cette théorie astronomique du climat de Milankovitch suppose que les variations climatiques quaternaires sont la conséquence de variations cycliques de différents paramètres de l'orbite terrestre. Donc, vous connaissez le Soleil. Bon, vous connaissez la Terre. Il y a une certaine distance entre la Terre et le Soleil. Lorsque l'on parle de l'excentricité de l'orbite, cela correspond au degré d'aplatissement de l'ellipse que décrit la Terre lorsqu'elle tourne autour du Soleil. Donc, pour comprendre, vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qui peut être rond et que si sur ce rond, on exerce une pression pour l'aplatir un peu, eh bien, on obtient un ovale, par exemple la forme de l'œuf. Eh bien, entre le rond et cet ovale, relativement, on a ce que l'on appelle une excentricité, donc avec bien une variation de l'excentricité de l'orbite terrestre. Donc c'est un degré d'aplatissement de l'ellipse que décrit la Terre dans sa révolution autour du Soleil. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, vous imaginez toujours la Terre tournant autour du Soleil. Et on parle de variation de l'obliquité de l'axe de rotation. Ça veut dire que l'obliquité correspond à l'angle d'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre par rapport au plan de son orbite. Donc, nous avons vu l'excentricité, l'obliquité, il reste la précession.
vous imaginez toujours la Terre tournant autour du Soleil. Alors, il y a ce que l'on appelle une variation de la précession de l'axe de rotation de la Terre. Eh bien, cette précession correspond à la position de l'axe de rotation de la Terre, suivant un mouvement d'oscillation qui ressemble à celui de l'axe d'une toupie. Donc vous avez déjà fait tourner une toupie, peut-être pas, peut-être que oui, bien c'est l'occasion d'en acheter une. Vous faites tourner et vous allez voir, il y a des mouvements qui se rapprochent de ce que l'on appelle des mouvements de précession. Donc il y a bien des variations de la précession de l'axe de rotation de la Terre. Donc on a bien des variations de paramètres, excentricité, obliquité et précession, correspondant à l'orbite terrestre. Enfin, en relation en tout cas avec l'orbite terrestre. Donc, excentricité, c'est les degrés d'aplatissement de l'ellipse que décrit la Terre dans sa rotation autour du Soleil. L'obliquité, c'est bien l'angle d'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre par rapport au plan de son orbite. Et puis, la précession, c'est bien la position de l'axe de rotation de la Terre suivant un mouvement d'oscillation qui ressemble à celui de l'axe d'une toupie. Alors, ces paramètres, ces trois paramètres, excentricité, obliquité, précession, ont une influence sur la quantité d'énergie solaire qui sera reçue par la Terre au cours de l'année, mais également sur le contraste entre les saisons. Alors, ces cycles que l'on appelle des cycles Milankovitch, eh bien, sont la résultante de variations de trois types: excentricité, obliquité, précession. Donc, ils produiraient des variations climatiques cycliques, et on les appelle des cycles de Milankovitch. Donc, dès les années 1970, eh bien, cette théorie a été admise par la communauté scientifique. Alors, largement admise par la communauté scientifique en tout cas. Donc, on a bien des contrastes de saison, par exemple. Et puis, on a si l'on regarde bien donc la courbe correspondant aux variations de l'excentricité de la Terre en fonction des ans, eh bien, on a bien des montées et des descentes de périodes chaudes, de périodes froides. Donc on a des cycles sur les 800 000 ans. Même chose pour les variations de... Donc ça c'était pour l'excentricité. Variation de l'obliquité, c'est pareil, on a des cycles. Et variation de la précession, on a également des cycles. Alors, donc on peut avoir des cycles, par exemple, correspondant à l'excentricité. On voit qu'il y a des cycles de 100 000 ans. Correspondant à l'obliquité, on a des cycles de 40 000 ans. Et correspondant à la précession, on a des cycles de 20 000 ans. Alors, ce que vous allez très bien voir, en fait, si vous regardez, si vous trouvez des documents correspondant aux variations de ces paramètres de l'orbite terrestre. Bon, évidemment, lorsque j'explique, là, je ne peux pas vous montrer ce que j'ai... Enfin, je ne vous montre pas ce que j'explique, c'est à vous. C'est ma façon de travailler, en fait. J'explique, et c'est à vous, en parallèle, de faire ce petit travail pour trouver des documents, et puis être en accord avec ce que je dis ou non. Vérifier ce que je dis ou non. C'est à vous. Soit vous admettez, soit vous êtes actif dans l'écoute, dans le travail, et vous essayez de vérifier, de comprendre concrètement sur un graphe ce qui se passe. Donc si on regarde les valeurs de l'excentricité sur un axe désordonné, eh bien, donc en fonction de
du temps, en partant de 0 pour aller jusqu'à 800 000 ans, eh bien on s'aperçoit qu'il y a des cycles globalement. Alors, des cycles de 100 000 ans, mais on peut avoir des grands cycles également de 400 000 ans. Donc voilà concernant ces cycles relatifs à l'excentricité. Même chose, vous pouvez trouver un graphe donc de l'obliquité sur un axe désordonné en fonction du temps en allant jusqu'à 800 000 ans. Eh bien, on s'aperçoit qu'on a des cycles de 40 000 ans qui sont relatifs à cette obliquité. Ça veut dire que cette variation de l'obliquité de l'axe de rotation par rapport au fait que la Terre tourne autour du Soleil, et on a bien un axe qui correspond à une inclinaison et qui montre qu'il y a des cycles de 40 000 ans. Donc il y en a de nombreux, évidemment, sur les 800 000 ans, vous faites 800 000 divisé par 40 000 et vous allez obtenir le nombre de cycles sur 800 000 ans. Il y en a beaucoup. Il y en a 30, une trentaine peut-être, 20 à 30 à peu près. Donc je ne compte pas, là, 20 à 30, à vous de compter par exemple. Et concernant la précession, eh bien, précession plus ou moins forte, donc de forte à moins forte, ou de moins forte à forte, sur l'axe désordonné en fonction du temps, en allant jusqu'à 800 000 ans, eh bien on voit qu'il y a des cycles de 20 000 ans à peu près. Donc voilà. Donc pour un premier type de document concernant la théorie astronomique du climat, lorsque l'on parle des cycles de Milankovitch, on a bien compris qu'il y avait des variations de 3 types de paramètres, l'excentricité, l'obliquité et la précession, et qu'on avait des cycles respectivement de 400 000 ans et on peut même dire de 100 000 ans, des sous-cycles de 100 000 ans en fait, des cycles de 40 000 ans pour l'obliquité, des cycles de 20 000 ans pour la précession. Vous avez compris? Très bien. Alors passons à la suite. Maintenant, essayons de voir la relation entre l'insolation et les variations climatiques. Les variations des paramètres orbitaux peuvent influer sur le climat de la Terre. Et comment est-ce que c'est possible? Eh bien, c'est possible parce qu'il y a une modification de ce que le Soleil va envoyer sur la Terre. Or, ce que le Soleil envoie sur la Terre, c'est de l'énergie. C'est ce que l'on appelle, entre guillemets, une certaine insolation. Et donc, ça correspond à une puissance solaire, certaine puissance solaire qui va être reçue sur la Terre. Donc, les variations de paramètres orbitaux, ils vont pouvoir influer sur ce climat terrestre en modifiant tout simplement la puissance solaire que l'on appelle insolation, particulièrement à la latitude de 65 degrés nord, comme je vous avais dit tout à l'heure, au tout début du cours, ce qui correspond à une zone déterminante dans la formation ou la fonte des glaces polaires. Je vous avais dit, donc, concernant la théorie astronomique, donc, on avait dit corrélation entre les variations d'insolation 65 degrés nord, ça veut dire 65 degrés de latitude nord, calculées à partir des variations cycliques des paramètres orbitaux, et les variations de la température estimée à partir des rapports isotopiques et des glaces. Alors, il y a une corrélation entre ces variations d'insolation et ces variations de température mesurées par les rapports isotopiques des glaces polaires. Donc ça veut dire que ceci permet de conforter le modèle de Milankovitch. On retrouve bien des cycles d'environ 100 000 ans
lorsque l'on avait parlé de l'excentricité, correspondant donc au cycle glaciaire-interglaciaire. On avait bien parlé des cycles plus courts d'environ 20 000 ans relatifs à la précession, donc aux variations de précession de l'axe de rotation de la Terre, donc précession qui était plus ou moins forte selon le temps auquel on se référait sur les 800 000 ans. Donc on a bien des cycles plus courts de 20 000 ans. Il y a des épisodes d'entrée et de sortie de glaciation qui sont relativement rapides. Et donc le problème des phénomènes amplificateurs ont pu être mis en évidence, ont pu être compris en tout cas comme des paramètres qui ont pu accélérer, enfin certains paramètres ont accéléré ces phénomènes. Donc ça veut dire que on peut soulever ce problème en quelque sorte des phénomènes amplificateurs qui ont pu accélérer ces phénomènes. Alors, si vous trouvez un graphique correspondant aux modifications de l'insolation et des variations de température depuis 250 000 ans, vous allez voir que, à partir de certaines variations cycliques des paramètres orbitaux, on a pu calculer les variations de la puissance solaire reçues, donc on parle d'insolation, à la latitude 65 degrés nord, à laquelle se forment ou fondent les glaces polaires, au moment des solstices. Ces données sont mises en relation avec ce que l'on appelle des paléotempératures, donc les températures du passé, reconstituées à partir de l'étude isotopique des glaces. Donc, si vous regardez donc la température en degrés Celsius en fonction du temps, en remontant sur 250 000 ans, donc en partant de l'actuel et en remontant jusqu'à 250 000 ans, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des cycles très courts de température, des cycles courts de température et des cycles glaciaires interglaciaires. Et puis, si vous regardez l'insolation à 65 degrés nord en juillet, par exemple en watts par mètre carré, eh bien, vous voyez qu'il y a également une corrélation entre les cycles très courts de température, les cycles courts de température et les cycles glaciaires. Donc, c'est en relation avec l'insolation. Et donc, correspondant à ces températures, on part d'une température relative de 0, on peut faire des écarts de température ou mesurer directement les températures, pour aller par exemple jusqu'à un écart de 3 ou un écart de moins 9, admettons. Et là, on voit bien la corrélation entre l'insolation et les températures. Donc, ils permettent de comprendre qu'il y a des cycles très courts, des cycles courts et des cycles interglaciaires qui sont plus longs. Deuxième graphe que vous pouvez essayer de trouver, c'est celui des entrées et des sorties de glaciation très rapidement. Donc, vous regardez, vous trouvez ce graphe correspondant à la teneur en CO2 de bulles d'air en ppm, partie par million, en fonction du temps, en remontant par exemple jusqu'à 150 000 ans. Et puis, sur ce même graphe, vous pouvez voir des écarts de température par rapport à la moyenne. Par exemple, puisque là on parle de glaciation très rapide, donc par exemple entre 1960 et 1990, donc des écarts de température, eh bien on voit que il y a 150 000 ans, il y a eu une sortie de glaciation, puis un petit peu plus tard, il y a eu une entrée en glaciation, puis encore plus tard, il y a eu une sortie de glaciation, et puis on s'attend à ce qu'il y ait une nouvelle entrée en glaciation. Bon, voilà, c'est pas forcément évident à comprendre. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'albédo. Quel est le rôle de l'albédo?
Alors, une glaciation, au cours d'une glaciation, en fait, il y a un effet d'augmentation important de surface recouverte de glace et un déplacement vers l'équateur des zones bioclimatiques. Si on fait la mise en relation avec les valeurs de référence de l'albédo, eh bien, ça permet d'estimer que ces modifications ont pour effet une augmentation de l'albédo moyen de la Terre et donc une diminution de la puissance solaire absorbée, ce qui va accroître le refroidissement. Et le mécanisme est inverse et il existe également, bien entendu, lorsqu'il y a une sortie de glaciation. Globalement, ça veut dire que si par exemple vous recevez de l'énergie solaire sur une surface blanche, eh bien pratiquement tout est réfléchi. Il n'y a pratiquement pas d'absorption de chaleur au niveau de la Terre. Donc ça veut dire que plus il va faire froid, plus les surfaces vont être blanches, en fait, dues à la neige, dues à la glace, etc., plus le cycle de froid va être engendré, en fait. Donc ça veut dire que plus il fera froid et plus il fera froid. Si par contre, pour une raison X, tout va fondre, eh bien ça veut dire que les rayons du soleil vont pouvoir être en partie réfléchis, mais en partie également reçus au niveau de la Terre, et non réfléchis, réfractés, reçus, absorbés en tout cas. Et donc ça veut dire que le réchauffement assure le réchauffement. Lorsque l'albédo augmente, le froid va augmenter. Lorsque l'albédo diminue, eh bien ça veut dire que le froid va diminuer. Donc là, on a bien le rôle de l'albédo. Lorsqu'il y a des entrées en glaciation, l'albédo va augmenter. J'espère que je n'ai pas dit le contraire tout à l'heure. Lorsqu'il y a une entrée en glaciation, ça veut dire que l'albédo augmente. L'albédo augmente quand les surfaces sont blanches. Et plus c'est blanc, plus l'albédo augmente. Donc, c'est en relation avec l'eau de mer également, puisque de l'eau de mer, lorsque l'albédo est inférieur à 13, est transformée en glace de mer, lorsque l'albédo est entre 30 et 40. Des régions de toundra, où l'albédo est entre 15 et 25, vont être remplacées par des glaciers continentaux, où l'albédo, là, sera entre 20 et 40. Et puis des forêts de conifères, lorsque l'albédo sera inférieur à 15. Donc ces forêts de conifères vont être remplacées par de la toundra, au niveau de laquelle l'albédo sera entre 15 et 25. Et donc cette augmentation va avoir pour effet une diminution de la puissance solaire absorbée par la surface de la Terre. D'où une amplification du refroidissement. Et l'effet inverse se produit lorsqu'il y a une sortie de glaciation. Donc voilà. Donc on remarque que lorsqu'il y a eu des maximums glaciaires, donc notamment lors des derniers maximums glaciaires, eh bien, il y avait une répartition asymétrique des continents sur le globe, très présent dans l'hémisphère nord aux hautes latitudes, ce qui a pu favoriser la formation de calottes glaciaires. Et on estime que les calottes et la banquise occupaient 4 fois plus de surface qu'actuellement. Plus au sud, la forêt de conifères était remplacée par de la toundra. Donc voilà ce que peut montrer d'abord l'albédo correspondant à différentes surfaces, ou l'albédo mesuré au niveau de différentes surfaces. Alors l'albédo, c'est le pourcentage de rayonnement solaire incident qui est réfléchi par la surface terrestre. Et puis phénomène amplificateur, l'albédo, lorsque l'on essaie de reconstituer le développement de la calotte glaciaire au cours du dernier maximum glaciaire. Bon, donc voilà, ça veut dire que l'albédo que l'on mesure en pourcentage, eh bien, on a l'albédo de l'eau de mer, l'albédo
de la forêt de conifères, de l'albédo de toundra, puis de glaciers continentaux, de glace de mer, de neige ancienne, de neige fraîche. Donc on obtient ces surfaces lorsque l'albédo augmente en pourcentage. Alors à noter que au niveau de la neige fraîche, l'albédo est entre 80 et 90%. À peu près, 80-85. Lorsqu'il y a de la neige ancienne, l'albédo est entre 50 et 60 en pourcentage. Ensuite, c'est lorsque l'on obtient la mer de glace, enfin de la glace de mer, où l'albédo serait entre 30 et 45. Ensuite, ce sont les glaciers continentaux, avec un albédo situé entre 40 et 20. Et ensuite, on aurait la toundra, avec un albédo de 15 à 25 à peu près, puis forêt de conifères, avec un albédo de 5 à 15, et l'eau de mer, avec un albédo de 5 à 10, on va dire. Donc voilà, concernant l'albédo. Ensuite, on avait parlé de solubilité du CO2 qui jouait un rôle amplificateur dans les océans, donc au niveau des océans. Alors ça veut dire quoi? Eh bien, il existe des relations entre la solubilité du CO2 et la température de l'eau. Vous voyez, CO2, eau, solubilité de CO2, la température de l'eau, dans quelles conditions est-ce que l'on va avoir une solubilité accentuée? Lorsqu'il y a un réchauffement climatique, et une diminution de solubilité du CO2. À quoi est due cette relation? Alors vous avez remarqué que lorsque l'on dissout par exemple du sucre dans l'eau, si vous avez de l'eau chaude, le sucre va se dissoudre plus facilement. Si vous mettez de la glace et du sucre, ou de l'eau à 0 degré, où il y a à la fois de la glace et à la fois de l'eau, donc partie solide, partie liquide, vous mettez du sucre, le sucre va avoir plus de mal à se dissoudre que dans de l'eau froide ou dans de l'eau chaude. Bon. Donc, il y a une relation entre la solubilité du CO2 et la température de l'eau. Réchauffement climatique, diminution de solubilité du CO2, phénomène inverse lors d'un refroidissement de l'eau simulant une entrée en glaciation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez observer lors du réchauffement de l'eau, modélisant un réchauffement climatique, eh bien, une diminution de la solubilité du CO2. Et le phénomène est inverse lors d'un refroidissement de l'eau qui va simuler une entrée en glaciation. Eh bien, cette propriété est exprimée par la loi que l'on appelle loi de Henry. Ça veut dire que la solubilité d'un gaz dans un liquide est proportionnelle à sa pression partielle au-dessus du liquide. Ça veut dire que la solubilité diminue lorsque la température augmente. Donc vous voyez, tout à l'heure, l'exemple du sucre ne correspond pas à ce que l'on observe avec le gaz. Puisqu'avec le gaz, la solubilité diminue lorsque la température augmente. Alors c'est un petit peu normal parce que lorsque la température augmente, le gaz qui est censé être plus léger que l'eau, par exemple, a tendance à sortir de l'eau. Donc ça veut dire qu'il est moins soluble. On peut le comprendre comme ça en tout cas.
Donc ça veut dire que plus il fera froid, plus il y aura de gaz à l'intérieur de ce qui est froid. Pourquoi est-ce que l'on dit garder une bouteille de champagne au frais, par exemple? Dans le champagne, il y a des bulles, et si le liquide se réchauffe, eh bien ces bulles vont avoir tendance à sortir. Or, les bulles, c'est quoi? C'est bien du gaz. Donc ça veut dire qu'il y a bien une relation entre la solubilité du CO2 et la température de l'eau, dans le sens que si vous faites une expérience, vous allez observer lors du réchauffement de l'eau, modélisant un réchauffement climatique et une diminution de la solubilité du CO2, et le phénomène inverse lors d'un refroidissement de l'eau, simulant une entrée de glaciation. C'est ce que vous allez mettre en évidence. Voilà, donc la solubilité d'un gaz dans un liquide est bien proportionnelle à sa pression partielle au-dessus du liquide, et dans ce sens-là, la solubilité va bien diminuer lorsque la température va augmenter. Donc, il y a une relation inverse entre la température de l'eau et la solubilité du CO2. Donc, lorsqu'il y a une entrée en glaciation, eh bien, le refroidissement de la surface des océans va entraîner une augmentation de la solubilité du CO2, donc une diminution de la teneur atmosphérique de ce gaz. Lorsqu'il y a une entrée en glaciation, le refroidissement de la surface des océans entraîne une augmentation de la solubilité du CO2. Parce que lorsque la température augmente, la solubilité. Tout à l'heure, on a dit la solubilité diminue lorsque la température augmente. Donc, si on fait le sens inverse, lorsque la température diminue, la solubilité augmente. Donc là, on vous dit, lorsqu'il y a une entrée en glaciation, le refroidissement de la surface des océans entraîne une augmentation de la solubilité du CO2. Donc c'est bien en accord avec la loi de Henry. Donc une diminution de la teneur atmosphérique de ce gaz en conséquence. Puisque s'il y a plus de CO2 qui rentre dans les océans qui refroidissent, ça veut dire qu'il y en a moins dans l'atmosphère. Donc c'est le contraire. Donc cela a pour effet une diminution de l'effet de serre, puisqu'il y a moins de CO2 dans l'atmosphère, puisque le CO2 est passé dans l'océan. Donc on a bien une diminution de l'effet de serre, donc il va faire plus froid, moins chaud en tout cas. Donc cette diminution de l'effet de serre va amplifier le refroidissement. Et l'effet inverse va bien évidemment se produire lorsqu'il y a une sortie de glaciation. Ça veut dire que lorsque la température va augmenter, la solubilité du gaz va diminuer. Donc ça veut dire qu'il y aura moins de gaz dans les océans, mais il y en aura plus dans l'atmosphère. Or, s'il y a plus de CO2 dans l'atmosphère, ça veut dire qu'il va faire plus chaud. Donc on augmente à ce moment-là l'effet de serre. Et à ce moment-là, ça amorce ce que l'on appelle les températures, les cycles interglaciaires où la température augmente. Donc dans les cycles glaciaires, la température diminue. Dans les cycles interglaciaires, la température augmente. Donc on l'explique par la loi de Henry qui nous dit que la solubilité d'un gaz dans un liquide est proportionnelle à sa pression partielle au-dessus du liquide, en ce sens que la solubilité diminue lorsque la température augmente et la solubilité augmente lorsque la température diminue. Donc glaciation, température, alors glaciation on va dire solubilité
augmente, donc il y a plus de CO2 dans l'eau, il y en a moins dans l'atmosphère, il fait moins chaud, puisque l'effet de serre diminue, en fait. Donc, on rentre dans les périodes glaciaires. Et au contraire, lorsque la température diminue, enfin augmente plutôt, eh bien la solubilité va diminuer, il y a moins de CO2 dans les océans, il y en aura plus dans l'atmosphère, l'effet de serre est amorcé et donc on rentre dans une période interglaciaire où il ferait plus chaud. Bon. Donc voilà. Alors, on peut s'amuser donc à construire un schéma qui rassemble toutes les informations que nous venons de donner. Donc c'est un schéma des relations de cause à effet qui peuvent expliquer les variations climatiques qui se sont passées au cours du Quaternaire. Alors, il y a des variations cycliques des paramètres orbitaux. On parle des cycles de Milankovitch. Ça veut dire qu'il y a des variations cycliques de l'insolation à 65 degrés de latitude nord. Ceci implique deux choses. Première chose, une augmentation de l'insolation. Deuxième chose, une diminution de l'insolation. Lorsqu'il y a une augmentation de l'insolation, il y a un réchauffement climatique. Lorsqu'il y a une diminution de l'insolation, il y a un refroidissement climatique. Je reviens sur le réchauffement climatique lorsqu'il y a une augmentation de l'insolation. Deux choses. Il peut y avoir une diminution de la solubilité de CO2, donc une augmentation de CO2 atmosphérique et donc une augmentation de l'effet de serre. Deuxième chose, lorsqu'il y a un réchauffement climatique, on a une diminution de l'albédo, donc une augmentation de la puissance solaire absorbée. Et dans les deux cas, augmentation de la puissance solaire absorbée et augmentation de l'effet de serre, on est dans une sortie de glaciation. Donc ça, c'était pour le réchauffement climatique lorsqu'il y avait une augmentation de l'insolation due à des variations cycliques de l'insolation à 65 degrés de latitude nord, dues, ces variations cycliques elles-mêmes, à des variations cycliques des paramètres orbitaux de Milankovitch. Maintenant, lorsque l'on avait dit qu'il pouvait y avoir une diminution de l'insolation, en conséquence, un refroidissement climatique qui était dû à quoi ? Eh bien, d'une part, une augmentation de la solubilité de CO2 dans les océans. De ce fait-là, il y avait une diminution de CO2 atmosphérique et donc une diminution de l'effet de serre. Donc, une entrée en glaciation. Et deuxième chose qui pouvait provoquer le refroidissement climatique, c'était l'augmentation de l'albédo, donc une diminution de la puissance solaire absorbée, due à un excès de réfléchissement et non d'absorption d'énergie solaire. Et donc on avait bien là également une entrée en glaciation. Donc l'entrée en glaciation est due à deux phénomènes, une diminution de l'effet de serre et une diminution de la puissance solaire absorbée. Dans les deux cas, c'était dû à des variations cycliques de l'insolation à 65 degrés de latitude nord en faveur de la diminution de l'insolation, donc d'un refroidissement climatique, donc d'une diminution de l'effet de serre et d'une diminution de la puissance solaire, et donc d'une entrée en glaciation. Et dans l'autre cas, on avait bien les variations cycliques de l'insolation qui étaient influencées par les variations cycliques des paramètres orbitaux, qui permettaient dans ces cas-là, variation cyclique de l'insolation à 65 degrés nord, d'augmenter l'insolation, donc
d'inciter le réchauffement climatique, donc d'augmenter l'effet de serre, d'augmenter la puissance solaire absorbée et donc de rentrer en sortie de glaciation. Donc voilà, vous aviez des causes directes qui étaient la théorie astronomique donc due au cycle, dont les cycles représentés par les cycles de Milankovitch, et on avait des phénomènes amplificateurs en parallèle, correspondant par exemple à l'albédo, à l'augmentation de la solubilité ou bien diminution de l'albédo, diminution de la solubilité. Donc voilà, ce schéma final est très important à comprendre parce que c'est lui qui vous explique comment on a une entrée en glaciation ou une sortie en glaciation. Alors, ce schéma peut être interprété en partant des variations cycliques des paramètres orbitaux pour aller vers les entrées en glaciation ou sorties de glaciation, ou alors on peut dire on a une entrée en glaciation ou une sortie en glaciation. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Eh bien, on va le faire, parce que ce tableau, je trouve qu'il est très important. On a une entrée en glaciation. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on peut dire, certifier ou expliquer que l'on a une entrée en glaciation? Eh bien, deux choses. On peut dire on a une diminution de l'effet de serre. Alors on se dit on a une entrée en glaciation parce qu'on a une diminution de l'effet de serre. Bon, très bien. Pourquoi est-ce qu'on a une diminution de l'effet de serre? Eh bien parce qu'il y a une diminution de CO2 atmosphérique. Très bien, j'ai compris. Pourquoi est-ce qu'il y a une diminution de CO2 atmosphérique? Eh bien parce qu'il y a une augmentation de la solubilité de CO2 dans les océans. Donc ça veut dire que on a un refroidissement climatique. Pourquoi? Parce que lorsque plus de CO2 est dans l'océan, il y en a moins dans l'atmosphère. Donc il y a moins d'effet de serre. Donc on a bien plus de froid. Et à quoi est dû ce refroidissement climatique? Eh bien, c'est dû à une diminution de l'insolation. Et à quoi est due cette diminution de l'insolation? Parce qu'il y a une variation cyclique de l'insolation à 65 degrés de latitude nord, dans le sens d'une diminution de l'insolation, qui est elle-même due à des variations cycliques des paramètres orbitaux de Milankovitch. Et on peut dire également j'ai une entrée en glaciation. Pourquoi? Parce qu'il y a une diminution de la puissance solaire absorbée. Pourquoi? Parce qu'il y a une augmentation de l'albédo. Pourquoi? Parce qu'il y a un refroidissement climatique. Pourquoi? Parce qu'il y a une diminution de l'insolation. Pourquoi? Parce qu'il y a une variation cyclique de l'insolation dans le sens d'une diminution de cette insolation à 65 degrés de latitude nord. Pourquoi? Parce qu'il y a une variation cyclique des paramètres orbitaux, cycle de Milankovitch, en faveur d'une diminution de l'insolation. Donc on explique là l'entrée en glaciation. Mais on peut expliquer la sortie de la glaciation en disant deux choses. Première chose, il y a une augmentation de l'effet de serre. Pourquoi? Parce qu'il y a une augmentation de CO2 atmosphérique. Pourquoi? Parce qu'il y a une diminution de solubilité de CO2 dans les océans. Donc, une augmentation de CO2 dans l'atmosphère. Donc, un réchauffement climatique. Donc, une augmentation qui est due. Alors, pourquoi ce réchauffement climatique? Parce qu'il y a une augmentation de l'insolation. Pourquoi? Parce qu'il y a des variations cycliques de l'insolation en faveur d'une augmentation de l'insolation à 65 degrés de latitude nord. Pourquoi? Parce qu'il y a des variations cycliques des paramètres orbitaux en faveur d'une augmentation de l'insolation à 65 degrés de latitude nord et donc une augmentation de l'insolation générale au niveau de la Terre. Donc ça, c'était sortie de glaciation par augmentation d'effet de serre. Mais deuxième chose, sortie de glaciation que l'on peut expliquer par l'augmentation de la puissance solaire absorbée. Pourquoi? Parce qu'il y a une diminution de l'albédo. Pourquoi? Parce qu'il y a un réchauffement climatique. Pourquoi? Parce qu'il y a une augmentation de l'insolation
Pourquoi? Parce qu'il y a des variations cycliques de l'insolation en faveur d'une augmentation de l'insolation à 65 degrés de latitude nord. Pourquoi? Parce qu'il y a des variations cycliques des paramètres orbitaux en faveur des variations cycliques d'une augmentation correspondant à une augmentation de l'insolation à 65 degrés de latitude nord, etc. Donc là, on peut expliquer les causes directes, c'est-à-dire la théorie astronomique correspondant soit à l'entrée en glaciation, soit à la sortie de glaciation, et des phénomènes amplificateurs de ces entrées, enfin, qui accentuent en fait les causes directes correspondant à ces paramètres orbitaux. Autrement dit, on a 3 paramètres orbitaux, et on a un paramètre albédo et un paramètre augmentation ou diminution de la solubilité de CO2. Compliqué, hein? Donc voilà. Alors les paramètres orbitaux, hein, c'était excentricité, obliquité et précession. Donc il y a 5 choses à retenir globalement. C'est comprendre l'excentricité, l'obliquité, la précession, comprendre l'albédo et comprendre la solubilité du CO2. Et ces paramètres-là, ces 5 paramètres-là, vont vous permettre de comprendre pourquoi est-ce que l'on entre en glaciation et pourquoi est-ce que l'on sort de la glaciation, grâce à l'explication d'un tableau que je vous ai expliqué précédemment, en partant donc des paramètres orbitaux pour aller vers les glaciations ou sorties de glaciation. Et ensuite, deuxième chose que je vous ai expliqué, c'est le même tableau, mais en partant cette fois-ci de l'entrée en glaciation et de la sortie de glaciation, en disant pourquoi à chaque fois, et en justifiant jusqu'à remonter aux paramètres orbitaux. Donc voilà, l'origine des variations climatiques du quaternaire, eh bien, c'est expliqué globalement. Donc c'était à l'origine des variations cycliques du climat, avec des entrées en glaciation et des sorties de glaciation. Donc on avait bien des périodes glaciaires et des périodes interglaciaires. Donc ces variations climatiques passées au quaternaire nous permettent de comprendre ce passé relatif au quaternaire pour pouvoir agir aujourd'hui et demain. Et donc ça fait partie des enjeux planétaires contemporains qui sont très importants à comprendre. Le cours est terminé. Merci.